Bonjour à tous, je suis ravie d'ouvrir cette deuxième partie du colloque, notamment sur la pensée européenne. Effectivement, j'ai suggéré moi-même une partie sur la pensée européenne de Chantal, peut-être aussi par l'égocentrisme, parce que c'est l'Europe qui nous a unis. J'ai rencontré Chantal dans le cadre du Centre d'études européennes à Marne-la-Vallée, et depuis, on n'arrête pas les discussions sur l'Europe. Donc Chantal dira que ça continue, comme je le pense. Donc j'ai choisi le titre « Irrévérence, une manière de parler de l'esprit européen », même si Chantal a écrit plein d'autres livres sur l'Europe, notamment La Grande Europe avec Hanna Świda-Giemba, Regard croisé Pologne-France en 1994, les deux autres dont on a parlé aujourd'hui avec Maté Botos, Regard croisé Hongrie-France, L'identité de l'Europe avec Jean-François Mattei en 2010. Mais je pense que c'est l'irrévérence, et c'est sur l'esprit européen, qui est le livre le plus personnel de Chantal sur les questions européennes. Et je lance mon hypothèse, je pense aussi que c'est d'une certaine manière son propre portrait d'européenne. C'est ce que j'essaierai de développer en 10 minutes. Chantal dit l'irrévérence car l'Européen refuse de révérer. La vénération de l'homme a glissé vers la vénération d'un système. Ce qui caractérise l'Europe, c'est l'irrévérence. Et quand l'Europe se met à révérer, elle est frappée, on peut être sûr qu'elle est frappée de mal mort. Son cadeau de baptême, c'est la distance. L'irrévérence signifie « je ne suis pas ta chose, je ne t'appartiens pas, je n'espère pas l'union, mais la dissociation ». Et elle cite le message de Mann « si l'Européen perd son esprit critique, s'il se prosterne, il perd en même temps son identité ». Donc c'est fort, c'est argumenté, et moi ça m'a paru toujours très convaincant. Elle insiste sur le rôle de l'ironie. Donc la distance critique dont elle parle, c'est sur l'ironie. L'esprit de distance se traduit par la révolte, le doute, la curiosité, le rire, la liberté, toute expression de l'altérité vécue. D'un bout à l'autre de l'histoire, l'Européen reste insatisfait, séparé, dissident. C'est un deuxième mot-clé à côté de l'irrévérence qui m'intéresse. Je pense que c'est une des raisons de son intérêt pour l'Europe centrale et pour le dialogue noué avec nous autres, notamment avec les penseurs de l'Europe du centre-est, autrement dit l'Europe médiane, c'est les dissidences anti-soviétiques. Livre Dissidence, qu'on a publié ensemble, citations répétées de Solzhenitsyn, écho des extraits de philosophie de Barbara Skarga, Józef Tischner, Leszek Kołakowski, Jan Patočka et bien d'autres. Les penseurs centre-est européens sont présents dans beaucoup de ces ouvrages, notamment l'histoire de pensée politique, mythes et symboles politiques. Je ne sais pas si Chantal est au courant que ce livre a eu un prix en Pologne hier, mythes et symboles politiques en traduction polonaise. Donc je vous apprends la nouvelle. Les dissidents dont je parlais, et jusqu'à la vie de l'esprit dictionnaire dont on a dans son éditeur a touché un mot. Plusieurs problématiques l'intéressent dans tous ces livres. Le rôle des confins européens par rapport au centre. Notre héritage, dit-elle, ce que Némon Egler appelle l'âme de l'Europe, provient des mêmes sources. En tout cas, la culture est-européenne ne peut être considérée comme un écho affadi des cultures des centres, comme la production d'un mime vite caricatural, car elles abreuvent aux mêmes sources, lesquelles n'y sont pas moins vivaces, et sur ce socle identitaire créent une part de ce qui deviendra l'héritage collectif, comme collectif. Mais ce qu'elle aime, à mon avis, le plus en Europe centrale, c'est sans doute son côté spirituel et rebelle, comme elle le dit, par exemple en choisissant de ne pas haïr l'Amérique comme il se doit. Aussi, ce qu'elle appelle la dialectique entre différences et ressemblances, dont elle dit qu'elle représente probablement l'armature indestructible de l'esprit européen. Et pour ma part,
je trouve plutôt rassurant de trouver à nos côtés des peuples différents, nantis d'esprit critique et doués pour la liberté, dit-elle à Mathé, qui s'inquiète de l'accueil des pays d'Europe centrale un peu mitigé au moment de l'ouverture de l'Union européenne. Donc elle réfléchit beaucoup sur l'universalisme et le relativisme, en critiquant, et là la critique des institutions commence, en critiquant un certain universalisme abstrait des institutions européennes qui ne respectent pas assez à son goût les spécificités locales, le sentiment d'appartenance spécifique, la vraie subsidiarité dont elle est défenseur. Elle est contre cet universalisme abstrait comme elle est contre le relativisme postmoderne qui nie l'existence des repères fixes fixés par la tradition. Et là, elle rencontre beaucoup d'interlocuteurs en Europe du centre-est qui sont aussi restés dubitatifs face à ce que le régime marxiste appelait l'internationalisme et qui peut être considéré comme un courant déconstructiviste et peut-être même woke avant la lettre. Et dans cette vision, ce qui compte pour Chantal, c'est la duel d'une personne qui est une des références fondamentales de l'Europe. Elle dit, elle est la culture où émerge la liberté au sein de la soumission, la sécularisation au sein de la sacralisation, le doute au milieu de certitudes satisfaites, l'éducation d'initiative dans les sociétés d'initiation, la critique de soi à côté de l'éternelle autosatisfaction. Et quand je dis que l'irrévérence, c'est Chantal elle-même, c'est parce qu'elle prône le non-conformisme, la lutte contre les conformismes. Au moins par l'ironie dont on a parlé, qu'elle appelle cette manière quiète et indolore de critiquer, elle se méfie en effet, tout en restant conservateur, des sacralisations des traditions, des modèles et de systèmes de pensée. Parce qu'elle pense que toutes les sociétés finissent en général, je cite, par devenir des momies pétrifiées de leurs propres principes. Et la spécificité de la société européenne, c'est qu'elle produit généralement son antidote sous forme de rire, d'où Aristophane, Rabelais, Voltaire, Léon Bloy, Anouilh et tant d'autres. Elle analyse en détail cette question du rapport à la vérité. L'homme n'est pas baigné par la vérité, il ne l'invente pas non plus, il l'arrache. Et ailleurs, elle constate, le savoir ne rend pas heureux, il rend libre. Donc ce combat intellectuel contre les idéologies et les idéologues déguisés en intellectuels l'expose souvent, notamment en France. Elle assume son côté rebelle jusqu'à écrire contre sa propre famille de pensée lorsqu'elle juge cela opportun. Je pense notamment à la fin de la chrétienté. Elle assume cette liberté de penser en disant « La naïveté, cette transparence au monde a disparu. Nous avons été éduqués non pas par nos maîtres formés à cet effet, nantis de catéchisme comme dans toutes les sociétés au monde, mais par des rebelles, par des briseurs de catéchisme. » Et dans ce portrait d'humanisme européen qu'elle propose, elle parle justement de beaucoup d'Européens du centre, notamment de Andrzej Frigyes-Modrzewski, né en 1503, qui, avec Erasme, est le penseur de la liberté de pensée. Modrzewski voyage, dit Chantal, parce qu'il est polonais, et la Pologne européenne est chrétienne, c'est-à-dire éprise d'universel. Modrzewski qui s'élève contre l'inégalité de traitement entre les paysans et les propriétaires terriens et demande les droits à l'égale dignité. Cet humanisme pour Chantal englobe la liberté. Le judéo-christianisme est la seule religion qui pourvoit tous les humains de la liberté de nier Dieu et considère leur liberté comme partie intégrante de leur dignité égale et ineffaçable. L'humanisme est tout sauf idéologue, l'humaniste est tout sauf idéologue, il privilégie toujours l'homme par rapport à l'idée. Il se méfie de la vérité absolue, l'esprit humain ne peut la saisir, et tout est nuance.
Et pour saisir mieux cette capacité d'esprit critique, elle cherche la vérité sans dogmatisme ni paresse intellectuelle. En reproduisant les modèles hérités, elle développe toute une pensée sur la différence entre l'éducation d'initiative et l'éducation d'initiation, en montrant l'influence et l'apport du tchèque Comenius, le Galilée de l'éducation, qui symbolise pour elle le passage de l'ancien vers le nouveau monde en matière de sciences de l'éducation. Cela lui paraît fondamental. Cette façon de caractériser les sociétés selon leur modèle éducatif est peut-être l'un des critères le plus explicites pour la compréhension sociale. Une société se visite entièrement à travers le projet qu'elle assigne à ses enfants. Comenius, rapporte Chantal Delsol, appelle les écoles des ateliers d'humanité. L'âge de l'initiation va disparaître. Elle développe aussi, dans son texte sur l'Europe, l'action politique, le sens de l'action politique, en montrant deux visions héritées de l'histoire, celle de Platon où la politique est l'art de paître les hommes, et celle d'Aristote où elle est l'art de gouverner les hommes libres. Ce qui l'intéresse, c'est les idées sous-jacentes à la transformation du monde. Elle est persuadée que le perfectionnement du monde ne passe pas toujours par la seule rationalité. Elle reproche à l'Europe actuelle sa maladie qui consiste en une hypertrophie dévorante de la raison. Elle montre comment cette question divise les traditionalistes et les révolutionnaires qui se disputent pour savoir, je cite, à quel moment inconnu le perfectionnement devient un mal, la raison engendre l'absurde, le déluge se fait vampire. Donc, pour résumer, qu'est-ce que l'Europe pour Chantal Delsol? C'est d'abord une communauté de pensée. Depuis la Renaissance, l'identité des sources entraîne la communauté de pensée, mais elle insiste surtout sur cette connivence profonde. Pas seulement la communauté de pensée, mais la connivence profonde et éclairante que nous trouvons par exemple entre Erasme, Comenius, Modrzewski ou Vives. Européenne par sa conviction et ses actions, elle est critique vis-à-vis de l'européanisme, tout comme vis-à-vis un humanisme européen contemporain qui est proposé comme un modèle universel du bien. Elle dit, quand nous vendons un humanisme de prêt-à-porter, nous retombons dans la tentation qui consiste à croire le pur modèle d'une société humaniste qui ne représente qu'un horizon. La promotion d'un modèle plus habitable est une grande patience qui s'assortit d'une grande modestie. Et elle reprend à son compte les propos de Leszek Kołakowski.
Lors de la remise du prix de la paix des libraires allemands à la foire de Francfort cette année, Serhii Zhadan, le star de la littérature et de la chanson ukrainienne, a posé la question « Qu'est-ce que la guerre change en premier lieu ?» Et il répond « Le sens du temps et de l'espace, les contours, les perspectives, les contours de la durée temporelle changent très rapidement. Ce sentiment vous accompagne dès le premier jour de la guerre. Le sentiment de rupture du temps, de discontinuité, une sensation d'air comprimé, il est difficile de respirer, parce que la réalité vous presse, essaye de vous pousser vers l'autre côté de la vie, vers l'autre côté du visible. Serhii Zhadan a été plusieurs fois au front des combats et il sait de quoi il parle. La guerre modifie la perception du temps et de l'espace. La guerre porte sur les formes fondamentales de notre connaissance, qui selon Kant constituent les conditions de la possibilité de toute connaissance. La guerre donc est un moment singulier qui ébranle nos convictions, remet en question nos certitudes. Elle oblige à porter un nouveau regard sur des choses qui semblaient jusqu'alors évidentes. La guerre renouvelle et aiguise notre valorisation, nous confrontant à des choses qui sont en jeu et qui deviennent plus importantes que la vie. Même si nous ne participons pas directement à l'expérience de Zhadan, grâce aux témoignages et aux images circulant dans les médias, nous pouvons ressentir un tout petit peu de ce qu'il écrit. Et grâce à ce sentiment, comprendre ce que veulent les Ukrainiens. Eh bien, au moins depuis 2013, ils veulent ce que nous avons, vivre au sein d'une communauté pacifique des nations, sur la protection des principes et droits exprimés dans les traités européens. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela permet de porter un regard neuf sur notre situation et notamment de retrouver le goût et le parfum de la liberté que l'on ne ressent pas toujours quand on ne sent pas l'air que l'on respire. La pensée occidentale de la liberté, précisée dans diverses versions du libéralisme, traite la liberté comme but universel des aspirations émancipatrices et des communautés humaines et des individus. Cependant, les observations faites du point de vue de la civilisation semblent dire autre chose. Il y a des civilisations dont l'idéal est la collectivité, et les individus ne comptent que comme des parties de celle-ci, incluses dans un réseau organique des liens et des dépendances les uns avec les autres, dont ils tirent un sens et une valeur en tant que participants à un ensemble plus vaste. Chantal Delsol, en tant qu'experte et défenseur du personnalisme, est partisane et avocate d'une personne située dans une communauté et ancrée dans l'histoire, par opposition à un individu nu qui, dans le processus d'émancipation postmoderne, cherche à se débarrasser de tout ce que lui limite. Liens locaux, familiaux, appartenance nationale, identité sexuelle, et dans la frénésie post-humaniste, limitation de sa propre corporéité. Dès lors, non sans sympathie ou du moins compréhension, Chantal Delsol regarde des régions caractérisées par certaines restrictions imposées au dévergondage émancipateur. Donc, par exemple, Singapour, la Chine, les espaces orthodoxes, même la Russie, et surtout vers les soi-disant démocraties illibérales d'Europe centrale. Il y a de bonnes raisons de valoriser davantage les communautés plus communautaires que celles qui sont tombées dans la proie de l'individualisme abstrait. Ce qui est essentiel, cependant, c'est qui décide des limites de l'individualisme et de nos affiliations. Poutine veut que l'Ukraine appartienne au Russki Mir, le monde russe, et que les Ukrainiens s'intègrent dans la fraternité slave avec les Russes. Mais les Ukrainiens choisissent différemment. Ils veulent une communauté collective différente et ils désirent plus d'individualisme. Et ils payent un prix gigantesque pour ce choix. Si le gouvernement décide de nos appartenances, nous sommes sur la voie de la non-liberté, unfreedom, comme dit Timothy Snyder. Unfreedom qui peut conduire au goulag, même si cet aboutissement n'est pas inévitable. Seul chaque individu est autorisé de décider s'il veut s'enraciner à quelle communauté, au singulier ou au pluriel, il s'identifie, quelles limites il impose à sa liberté. Chantal Delsol oppose la définition de la liberté de Mill, qui s'arrête là où commence la liberté des autres, à la position selon laquelle ma liberté s'arrête
là où je me limite face à ma responsabilité. Je cite, « C'est ma responsabilité qui ici restreint mes libertés, et non pas l'oppression des groupes d'appartenance », écrit-elle. Et c'est un grand éloge de la liberté véritablement libérale, dont les frontières sont dressées par un individu responsable, mais indépendant, non pas par le pouvoir. L'histoire de l'humanité est trop courte pour s'exprimer fermement sur l'universalité de la voie qui, par des processus d'émancipation collective et individuelle, aurait conduit inévitablement à un individualisme abstrait, dépourvu de tout lien et de toute responsabilité. Oui, une telle menace existe et se concrétise dans certains espaces de civilisation occidentale. Souvenons-nous, par exemple, d'un film mémorable de Larry Clark, Kids. Cependant, il semble que le besoin d'émancipation et de liberté soit aussi naturel que le besoin de situation et d'enracinement. Et en général, dans les pays démocratiques et libéraux, les deux arrivent à s'équilibrer plutôt efficacement. Nous ne savons pas quelle voie prendra l'Ukraine après sa victoire, que nous espérons. Il n'est pas exclu qu'elle doive aussi traverser la maladie de la démocratie libérale. Pour l'instant, cependant, elle est sur la voie la plus libérale et en raison de la guerre, elle a une chance de s'y maintenir. Il est clair que l'agression russe a considérablement accéléré le processus de l'acquisition de l'identité collective par les Ukrainiens, leur autodétermination nationale et, pour ainsi dire, civilisationnelle. Dans le même temps, l'Ukraine gagne aussi en courage. Ces deux éléments, identité et courage, peuvent la protéger contre une variante illibérale de sa propre histoire de la liberté. Car quel est l'outil qui sert le mieux les dirigeants illibéraux? Eh bien, c'est la peur des menaces que ces dirigeants dressent devant les yeux de leur peuple. C'est généralement une peur de perdre la souveraineté, la culture, l'identité, l'histoire, la religion. Quelque part, guette un ennemi qui, pour telle ou autre raison, veut nous dépouiller de nos attributs identitaires. En Pologne, l'ennemi est souvent dépeint comme l'Union européenne, qui prétendument veut aplénir toutes les cultures, ou bien l'Allemagne, qui aurait voulu nous coloniser par l'intermédiaire de l'Union européenne. La défense contre ces menaces est une autorité forte et centralisée, sous la direction d'un leader fort, qui rejette le bagage gênant de la séparation de pouvoir. Cette centralisation de tous les piliers de pouvoir, de la finance et de l'information s'accompagne d'une propagande insistante prônant la défense de l'identité, l'unicité culturelle, la localité et surtout la souveraineté. Pour une oreille naïve, un tel discours peut sembler convaincant. Après tout, chacun a le droit de défendre sa particularité, sa situation, surtout face aux menaces liées au multiculturalisme, à la crise migratoire, la globalisation, etc. Ce sont des menaces réelles. Le problème est que dans les pays gouvernés par les forces autoritaires ou populistes, on a affaire avant tout à une gestion de la peur pour renforcer le pouvoir. L'accélération historique contemporaine évoque un sentiment d'être perdu, confus et menacé chez de nombreuses personnes. Les populistes et les systèmes autoritaires profitent de ces peurs compréhensibles et construisent sur elles un alibi pour leur pouvoir concentré et illibéral. La guerre en Ukraine permet de reconnaître clairement ces manipulations de pouvoir autoritaire en quête de légitimité et de renforcement par la gestion de la peur. Les grossiers mensonges de Poutine sur les pratiques fascistes en Ukraine sont une caricature d'un alibi pour ces crimes. Les systèmes autoritaires, ou plus largement illibéraux, ont des raisons de redouter cet attrait irrésistible, comme l'écrit Chantal Delsol, des libertés occidentales. Pas seulement au sein de la civilisation orthodoxe, pour s'en tenir à la classification de Huntington, où des centaines de milliers de personnes ont pris part aux violentes manifestations pro-libération et pro-démocratie dans les grandes villes de Russie en 2012 et 2017. En Biélorussie, il a été nécessaire de truquer brutalement les élections de 2020 et emprisonner plusieurs milliers de personnes pour sauver le régime de Loukachenko. Même au cœur de la civilisation la plus paternaliste et holiste de la Chine, le drame de la place Tiananmen et du pont Muxidi en 1989 a eu lieu,
faisant plus de 10 000 morts selon les sources indépendantes. Et Deng Xiaoping, décidant de ce carnage, a cité l'exemple de la Pologne en disant « Les concessions donnent lieu à plus des concessions ». Même maintenant, il y avait 1 million de détenus juste avant le congrès du Parti communiste en Chine. La guerre, surtout la guerre moderne, en raison de l'ampleur de destruction qu'elle provoque et menace, n'est plus une continuation de la politique, comme le voulait Clausewitz. Si la politique est, comme dit Chantal Delsol, la défense des intérêts d'une communauté contre d'autres, sans recourir à la guerre, si la politique est un moyen de faire régner l'ordre collectif par la parole et non par la force physique, alors la guerre est un échec de la politique. Et sa contradiction. L'éthique prend inévitablement et dans un sens légitimement la place de la politique, puisque la guerre nous confronte à des choix moraux radicaux. La guerre nous dit que si nous ne satisfaisons pas aux exigences morales fondamentales de la défense des plus faibles et de la justice, nous ne conduirons jamais à une paix satisfaisante, car le démon de la violence, même temporairement contraint et affaibli, se révélera en un instant. Ce n'est que si nous respectons l'impératif moral que nous pourrons revenir à une politique de défense des intérêts, ou plutôt entamer une politique mutuelle d'intérêt réel avec la Russie. Jusqu'à présent, nos relations étaient asymétriques. L'Occident, oui, défendait ses intérêts, les intérêts de ses citoyens, leur bien-être, en achetant les matières premières russes. Mais la Russie ne se souciait nullement des intérêts dans le même esprit. La Russie voulait s'emparer des territoires, géorgiens, tchétchènes, ukrainiens, c'est-à-dire elle poursuivait un but impérial qui n'avait rien à voir avec l'intérêt politique au sens occidental moderne, bien au contraire. Ce but impérial n'a profité qu'au mythe légitimant une puissance autoritaire. Donc, si nous conservons une certaine morale, nous donnerons à l'Ukraine la possibilité de gagner la guerre et par conséquent d'établir de véritables relations politiques avec la Russie, qui acceptera le sens universel de la politique comme un souci pour les intérêts de sa communauté et de sa culture envers les entités externes. Il ne peut y avoir de paix sans justice, déclare Serhii Jadin dans le discours déjà cité. Alors, la liberté et l'émancipation de l'individu sont-elles universelles ou simplement liées à la civilisation occidentale? Je viens de dire que l'histoire des civilisations est trop courte pour trancher cela. Tout de même, je crois que ce sont des besoins universels, mais ressentis et manifestés à un degré différent, en périodes différentes. Il en a toujours été ainsi, également au sein d'une même culture. Comme le notait Denis de Rougemont, pour les Allemands modernes, la liberté se définit par la vitesse illimitée sur les autoroutes, alors que pour leurs ancêtres germaniques, celui qui portait l'arme était libre. Ce qui, à son tour, est aujourd'hui déterminant de la liberté aux États-Unis. Dans la guerre ukrainienne, comme l'écrit un autre écrivain important ukrainien, Mykola Ryabchuk, je cite, « Il ne s'agit pas de territoire, de langue, de définition ethnique ou d'une éventuelle adhésion à l'Union ou à l'OTAN. Il s'agit de liberté et de dignité, des valeurs qui font des Ukrainiens une nation résolument différente à celle des Russes. Quelle que soit la langue qu'ils parlent, à quelle église ils appartiennent le cas échéant, de quelle terre ils viennent et quelles racines ethniques leurs ancêtres possédaient. C'est la culture politique qui différencie fondamentalement et a toujours différencié les Ukrainiens des Russes, contrairement au sortilège de Vladimir Poutine. C'est une culture d'individus libres qui ne sont pas attachés à leur État de manière subordonnée, mais respectent et l'apprécient principalement dans la mesure où ils peuvent également respecter et protéger leur liberté et leur dignité. C'est une culture qui fait des Ukrainiens une nation, au sens politique, qui fait des Ukrainiens une nation au sens politique, non pas avec les Russes, mais avec des Polonais et les Lituaniens, parce qu'elle vient du Commonwealth des deux nations et de sa tradition de limitation de tout pouvoir absolu,
de la tradition des relations contractuelles entre gouvernants et sujets, c'est-à-dire la responsabilité et l'imputabilité mutuelle. Rien d'autre. Nous devons nous souvenir de cette tradition, la protéger et la développer. Fin de la citation de Mikko Ariarchuk. Cela ne signifie rien d'autre que le fait que les Ukrainiens meurent aujourd'hui pour défendre les valeurs qui constituent notre monde occidental et qui sont probablement universelles. Alors, ils meurent pour nous. Rappelons-nous que nous n'avons pas à mourir pour Kiev. Il faut juste accepter de chauffer un peu moins nos maisons et peut-être passer d'un hôtel à 5 étoiles à un hôtel 4 étoiles pendant les vacances, tout compris. Merci. Pour cette voix d'Europe centrale, je passe tout de suite la parole à Mathé, avec qui nous avons concocté ces échanges sur la haine du monde ou la critique du progressisme, un autre aspect de la pensée de Chantal. Alors, cher Chantal, chers auditeurs, chers collègues, je vais parler du problème de la haine du monde, ou bien de la critique du progressisme. Ça veut dire que la haine du monde, ce n'est pas la critique du progressisme, ça veut dire qu'il y a la critique du progressisme qui apparaît sous forme d'une haine à l'égard du monde et à l'égard de l'homme. Donc le souci pour l'homme et pour le monde apparaît dans la pensée de Chantal Delsol, tandis que le progressisme apparemment voit le contraire, s'en fiche du monde et de l'homme. Alors j'essaye de vous développer un peu cette idée du progressisme et pourquoi c'est critiquable, en évitant de mentionner le nom de Chantal, et je fais référence aux différents auteurs. Je suis assez relativement court pour laisser la parole à Stéphane Courtois et aux questions, au débat après. Alors, mon intervention porte sur le refus de la pensée zélée du progrès par certains conservateurs, dont le plus important est Sohrab Ahmari, l'écrivain catholique américain d'origine persane, iranien. Je tâcherai de poursuivre son argumentation qui complète de manière surprenante celle de l'auteur de La haine du monde. Cela dit, je ne parlerai pas au nom de tous les conservateurs, ni d'un refus généralement accepté. Donc, je me hâte de déclarer que le progrès en soi n'est pas le problème, mais ses formes, ses excès, ou si l'on veut, cette idolâtrie du principe du progrès continu. Il ne s'agit pas de perfectionnement, car cette expression a des aspects réflectifs. L'amélioration de l'acteur ou du sujet est supposée. Mais l'idée du progrès vise à construire des conditions qui vont changer la nature même de l'homme. D'une manière instrumentale, l'homme passif sera changé par l'intervention de l'éducation et des autres agents de l'idée du progrès. Je parle de n'importe quelle variété de cette pensée. Je souhaiterais donc aborder certains aspects du refus de cohérence qui veut dominer notre vie. Car le progressisme, en tant que tel, n'est pas une idéologie politique. Elle n'a pas d'agenda, encore moins d'interprète ou de représentant sérieux. En revanche, l'idée du progrès présente dans la pensée européenne il y a plusieurs siècles et produisait une variété innombrable d'idéologies depuis.
jacobinisme, communisme, anarchisme, fascisme, national-socialisme, écologisme, libéralisme, etc. Quel est donc le point commun entre ces idéologies divergentes? En premier lieu, c'est la forte conviction que le changement de la condition humaine est une nécessité absolue. La société est basée sur des principes qui ne sont plus à tolérer, or la volonté de surpasser ces obstacles est un devoir moral. Cette attitude est décrite par Thomas Müller comme une hérésie éternelle qui crée des constructions d'idées qui veulent réaliser un monde qui est juste et digne de l'homme, mais le problème est que nul ne sait quelles seront les conséquences de ces expériences utopiques. Ces suppositions de la société parfaite ne sont que des spéculations qui ont coûté la vie des centaines de millions depuis l'arrivée des Lumières. De cette perspective, on voit bien le non-respect de la personne humaine qui est à immoler pour le bien imaginaire de la société. La société comme Gesellschaft, donc comme communauté, Gemeinschaft, pour reprendre les expressions de Denise. La société est une expression stérile, dépourvue de toute dimension humaine. On l'utilise pour décrire les relations humaines, mais la vie de l'homme n'est pas quantifiable en elle-même. On fournit des efforts pour mesurer le niveau du bien-être, mais en réalité, il est impossible de comparer les envies et les souhaits de deux personnes. Par la suite, la détermination de maîtriser toutes les conditions humaines devient aussi inhumaine que les idéologies elles-mêmes. Mais cette volonté est issue de la croyance que l'homme doit changer ses conditions et que la science en est sa guide. Ordre ou désordre et progrès, tel est le mot d'ordre de près de 250 années passées. Cela est suivi par le principe que, par conséquent, dans l'héritage socio-culturel, il n'y a rien à respecter. Cela nous amène vers le refus total de la réalité autour de nous. Le terme introduit par le feu Roger Scruton, l'oikophobie, est devenu une attitude non seulement tolérée, mais à la mode. Cette pensée qui refuse tout lien avec la communauté réelle est devenue une pensée générale dans chacune des idéologies qui veulent remplacer la communauté naturelle des hommes par des para-communautés, par des substituts de communauté. La race, le genre, la classe, jusqu'à la négation totale de toutes sortes de communautés. Une communauté, c'est une alliance d'hommes, des femmes, qui se connaissent et qui ont confiance l'un dans l'autre. Mais il est impossible de parler de confiance et d'entraide mutuelle dans le cas de classe, de race ou de genre. Même l'idée de la communauté politique est questionnée. La volonté d'uniformisme va en pair avec la division sociale de nous et eux. L'idée de la nation est devenue exclusiviste, intolérante face aux minorités ethniques, linguistiques et culturelles dans certains cas, et dans certains cas refuse non seulement la reconnaissance de la double nationalité, mais celle de l'identité même. La République est une et indivisible. Il n'y a que la nation politique qui ignore l'appartenance religieuse ou culturelle, ethnique ou d'identité régionale. Or, l'homme est à la fois homme ou femme, fils et père, chef administratif, collègue, supporter d'un club de foot, admirateur de la musique de Bizet, etc. Et il peut être français, d'origine hongroise ou bretonne, sans oublier son appartenance à la culture européenne. L'exclusivisme est un trait typique des idéologies progressistes. Pourquoi cette intolérance? Peut-on poser la question pour décrire le troisième aspect dans la réponse? Parce que l'homme est issu de contextes biologiques, culturels et sociaux qui leur donnent une identité et qui peuvent lui permettre de vivre en communauté afin de réaliser le principe de la subsidiarité, que l'État nie d'ailleurs. Parce que malgré les vicissitudes, nous sommes les mêmes et nul ne peut changer son caractère d'origine, et à cause de cette double frustration, nous détestons et la communauté à laquelle nous nous appartenons sans le vouloir, et la réalité qui nous lie à la vie. En certain sens, la haine de soi et la haine de la communauté réelle a des racines communes. Ce sont les bases de notre identité contre lesquelles on se révolte. On refuse tout parce qu'on haït tout. D'où notre hubris qui déclare mauvais le passé, la réalité, la communauté existante,
réelles, les traditions et les explications de nos prédécesseurs. Cette révolte contre notre héritage est donc plus que révolte contre toutes sortes d'autorités. Elle est orientée contre les communautés réelles, à laquelle l'individualisme serait une panacée, les totalitarismes une autre. Ni l'un ni l'autre n'étant capable à respecter l'homme réel. La tendance générale de la vie moderne, dit Sohrab Ahmari, est de surmonter ou de contourner l'inconfortable réalité matérielle qui se dresse entre nous et nos désirs. Les monnaies numériques, par exemple, ajoutent une nouvelle couche d'abstraction radicale au commerce et à l'échange des devises. En utilisant le Bitcoin, les entreprises n'ont plus besoin d'être liées aux États-nations, et donc aux communautés politiques qui imposent des exigences morales, telles que l'équité économique. Grâce aux nouvelles technologies logistiques, telles que les drones, des activités comme la restauration et le shopping s'affranchissent des contraintes de voisinage, et donc de bon voisinage. La classe numérique proposée, qui a prospéré avant que la distanciation sociale n'entre dans notre vocabulaire, sonne le glas de l'éducation qui exige une présence personnelle. Les communautés en ligne, organisées autour d'un ensemble toujours plus restreint de règles mutuellement acceptées et d'intérêts partagés, supplantent de plus en plus les communautés traditionnelles, historiques et tangibles, façonnées par des conventions maladroites et des frontières irritées. Puisque l'homme est personne, non pas un individu en particulier, il se réalise par ses interactions avec les autres personnes. Le zone politikon doit être en contact avec les autres hommes, et non pas des clusters idéologiques d'institutions. La relation entre la personne humaine et une institution ne peut être qu'impersonnelle. Pourtant, l'isolement de l'homme n'est pas une réponse à ses besoins primaires, comme écrit Lajos Leopold dans son bouquin qui avait le titre « Le prestige ». Et le refus de soi n'est pas une réponse non plus. Cette haine de soi est la conséquence de la perte des relations et mène vers les drames personnels. Hélas, notre appartenance biologique à l'un ou l'autre sexe n'est pas à altérer, tout comme nos autres données génétiques que nous avons héritées de nos parents biologiques. La volonté de nier cette réalité est en vain. Les interventions chirurgicales ou la chirurgie génétique dans le futur ne seront jamais capables d'effacer notre passé. Le refus de la réalité est pitoyable et dangereux à la fois. On peut sentir une certaine pitié pour ceux qui souffrent de leurs conditions, jusqu'à la compassion, car les injustices que le monde humain qui les avait frappés nous touchent notre cœur. Notre civilisation, basée sur le principe de l'amour actif à l'égard de l'autrui, la civilisation de l'amour, expression utilisée par Paussis et Patrick Globier, nous invite à prendre position auprès du souffrant. Cela est juste et mais lorsque le refus de soi est légitimé, cela menace toute la construction sociale. Sohrab Ahmari appelle notre attention au fait que la révolte est plus qu'une négation. Selon lui, Chateaubriand s'est élevé contre la violence révolutionnaire et l'anarchie. Derrière sa colère se cachait cependant une critique perspicace de la nouvelle philosophie. Pour les penseurs des Lumières, ce que les gens faisaient de leur liberté importait beaucoup moins que de savoir s'ils pouvaient vivre sans restriction en général. Se marier ou divorcer, prier ou blasphémer, servir les autres ou accumuler des richesses. Le refus basé sur la haine de la tradition, le refus de la tradition basée sur la haine, réclame la reconnaissance de la liberté. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de la liberté en tant que telle, mais de sa perception excessive et idéologique. La liberté de l'homme, telle qu'elle est décrite par la tradition chrétienne, par saint Augustin ou autres, est refusée, tout comme la perception de la liberté des penseurs, d'ailleurs chrétiens et croyants, des XVIIIe et XIXe siècle. La liberté sans limite tolère tout, et l'idée de la tolérance devient un vertu laïque. Mais dans la tradition européenne, la correction des erreurs reste une obligation morale et le libéralisme de la modernité tardive s'en sert, déteste les critiques de ces fondements qui, de leur part, formulent le refus de l'idée de tout doit être permis, pour renvoyer à Benjamin Constant. Pour citer encore une fois Sohrab Ahmari, les sociétés libérales s'imposent donc. En effet, l'idée que
Nous ne pouvons pas connaître et encore légiférer sur le but suprême de l'humanité est en soi une proposition métaphysique, voire spirituelle, et elle est au cœur de la vie moderne. Son Dieu est le moi détaché. Et le culte d'un tel Dieu aura inévitablement des conséquences politiques, une vaste accumulation des capitaux, dont une grande partie est concentrée entre de très rares mains, une culture sans cesse perturbatrice offrant des styles de vie kaléidoscopiques, un empire commercial lourdement armé. La critique du progressisme déclare bien plus que des examens et des refus de refus. Joshua Mitchell, dans son livre Le réveil de l'Amérique, propose la différenciation de la pensée analogue et de la pensée digitale, en décrivant que tout acte humain traditionnel s'appartient au monde analogue, et la critique doit être formulée contre l'exclusivité de la pensée digitale. Rodé Dreher, dans l'option bénédictine, décrit le renforcement des réseaux chrétiens au gré des contacts avec le monde devenu laïque et post-chrétien. La critique de la modernité tardive prône le progrès comme déviation menaçante toute la civilisation européenne est donc formulée par plusieurs penseurs contemporains. Il est possible que notre action n'arrive pas à freiner cette décadence, mais au moins, ceux qui critiquent le progressisme de la modernité tardive de différents aspects et avec des propositions divergentes doivent s'exprimer et se comporter de manière adéquate. Pour conclure, avec une citation de Ahmadi Ango, qui avait écrit à son fils dans son livre Le fil ininterrompu. Son fils s'appelle Maximilien, d'après Saint Maximilien Kolbe. Mon fils, remarque au moins que tu te sens un peu mal si tu te comportes de manière hypocrite. Reconnais que les préceptes moraux que tu exprimes doivent être mis en pratique par toi-même, dans ton environnement immédiat et quotidien, rarement dans un domaine élevé de l'esprit. Merci de votre attention. Nous tenons merveilleusement le temps. Je vous laisse la parole, Stéphane Courtois, auteur évidemment connu du mouvement de l'humanisme et auteur de livre noir de Vladimir Poutine qui vient de sortir, qui vient tout juste de sortir. Son propos portera sur l'effondrement du communisme soviétique, de l'effondrement du communisme soviétique à la guerre. Merci Madame la Présidente. Ma chère Chantal, je voudrais d'abord dire quelques propos sur nos relations, parce que ma chère Chantal, c'est une certaine familiarité, puisque nous n'avons en réalité jamais travaillé ensemble de manière suivie, comme c'est pour vous le cas avec les personnes qui sont à la tribune. Par contre, nous nous sommes beaucoup croisés, souvent croisés, comme les caravanes qui se croisent dans le désert, et en l'occurrence dans le désert intellectuel français. Et à chaque fois, nous nous sommes salués, nous nous sommes reconnus. Alors ces croisements n'ont pas été le fait du hasard, bien sûr. Il y a eu des circonstances. Nous nous sommes croisés par exemple à l'Institut catholique d'études supérieures de La Roche-sur-Yon, où j'enseigne un grand cours sur le communisme depuis plus de 20 ans. Nous nous sommes croisés à l'université de Strasbourg, où après le livre noir du communisme, j'avais été un petit peu obligé de m'exiler. Mais l'université de Strasbourg, qui était évidemment, qui renvoyait à votre cher Julien Moyne, bien entendu, et où j'avais même réussi à vous attirer pour le jury de soutenance de mon dernier thésard. Alors il y a eu aussi d'autres lieux, comme le Figaro, où vous êtes une chroniqueuse régulière, tandis que moi je ne suis qu'un franc-tireur épisodique. Le Figaro, où je n'oublie pas que ma grande amie Annick Riegel, disparue en 1995, publiait chaque lundi un article roboratif, ce qui manque, semble-t-il, beaucoup ces temps-ci. On s'est aussi rentré autour d'amitiés communes, de grands amis, comme par exemple Ilios Yannakakis, à qui vous avez consacré un très beau récit, Matin Rouge. Nous nous sommes même croisés, enfin presque, lors de notre naissance, parce que nous sommes de la même année. Alors, par respect pour la dame et par courtoisie, je ne dirai pas quelle année, et par charité pour moi-même, bien entendu, mais bon, ça crée des liens de génération.
Mais nous nous sommes surtout croisés dans la réflexion sur nos préoccupations communes face à l'évolution du monde, selon deux pentes distinctes, celle de la philosophie politique pour vous, celle de l'histoire pour moi, mais des pentes parallèles qui, contrairement aux règles de la géométrie plane, se rencontrent toujours à la fin. Alors sur quoi? D'abord sur le totalitarisme, évidemment, hein, avec, entre autres, parmi vos très nombreux ouvrages, votre livre « La haine du monde, totalitarisme et postmodernité », et pour ma part, un certain nombre d'ouvrages comme « Communisme et totalitarisme » ou « Lénine, l'inventeur du totalitarisme ». Et puis nous nous sommes beaucoup rencontrés, je crois, sur les préoccupations européennes, hein, avec votre phénoménal colloque, évidemment, hein, sur la vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945, 45, 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 et puis, pour ma part, avec 4 grands colloques sur le totalitarisme organisés avec des historiens de toute l'Europe, et évidemment avec le livre noir du communisme qui a été traduit dans toute l'Europe centrale et orientale et qui m'a, je dois dire, fait découvrir l'Europe centrale et orientale à cette occasion et dans des circonstances souvent assez agitées, il faut bien dire. Hein? Alors tout ça, je crois, nous a donné une sensibilité particulière à l'histoire de l'Europe, cette entité spécifique dans l'histoire mondiale, unifiée d'abord par l'antiquité grecque et romaine, puis libérée par le christianisme, et d'autant plus que je ne suis ni catholique ni croyant. En 2019, pour en venir au sujet qui a été annoncé, en 2009, pardon, avec la Fondation pour l'innovation politique, j'avais organisé un colloque international intitulé « Sortir du communisme, changer d'époque ». Affirmation présomptueuse de toute évidence, hein, parce que le 24 février 2022, M. Poutine a révélé à ceux qui n'avaient pas encore bien compris que le pouvoir russe n'avait toujours pas cassé le moule soviétique. Alors cette agression sauvage m'a confirmé ce que quand même nous pressentions, par exemple avec mon ami Jean-Louis Panet, dans un article du Figaro justement, du 30 mai 2005, donc bien avant ces événements, intitulé « Les leçons d'histoire du professeur Poutine », hein, le professeur entre guillemets bien entendu, où déjà nous dénoncions le tchéquisme qui se cachait sous l'historien de pacotille, et en particulier à propos de l'affaire de Katyn. Or, comme l'a reconnu le chancelier allemand Olaf Scholz le 27 février dernier, c'est-à-dire quelques jours seulement après l'attaque, le monde vient de connaître ce qu'il a nommé un changement d'époque. Donc, vous voyez, la question du changement d'époque revient sur le devant des préoccupations, et il faut bien dire qu'il est tout à fait stupéfiant, en tout cas pour moi, qu'un quart de siècle quand même après la publication du livre noir du communisme, nous soyons obligés, Galia Ackerman, moi et un certain nombre de co-auteurs, de publier un livre noir de Vladimir Poutine, et je peux vous assurer que le 23 février à minuit, je n'avais aucune idée que j'allais consacrer 7 mois à préparer un livre sur M. Poutine. Hein, vous me direz, c'est ça l'histoire, c'est l'événement. Bon. Je voudrais, à cet égard, revenir sur un article publié par Chantal dans le Figaro du 1er avril de cette année. Ce n'est pas un poisson d'avril, c'est un véritable article que vous pourrez consulter. Hein, un article consacré à la guerre en Ukraine, avatar de ce qu'elle appelle la lutte biséculaire en Russie entre slavophiles et occidentalistes. Alors le principe slavophile avait été défini dès 1832 par le fameux comte Sergueï Ouvarov, un important homme d'État russe sous le tsar Nicolas Ier, et qui a été, ça c'est important, président de l'Académie des sciences impériales de Russie de 1818 à sa mort en 1855, ce qui lui a permis d'imposer une vision qui était sa définition du régime, bien connu, orthodoxie, autocratie, nationalité. Un principe qui en plus a été immédiatement complété par la vision eurasienne d'une Russie occupant un gigantesque espace entre l'Europe et la Chine, et une Russie opposée aussi bien à la modernité occidentale qu'à ce que Lénine, il faut le lui reconnaître, nommait l'Asia China, c'est-à-dire une espèce d'arriération endémique. Et en réalité, ces propos amorçaient une sorte de guerre de civilisation contre l'Occident décadent et antéchrist, tel que le stigmatise encore aujourd'hui
le fameux patriarche Kirill, qui n'est jamais qu'un vieil agent du Kremlin. Cette idéologie a contribué à légitimer une certaine géopolitique dont Vladimir Poutine s'est servi pour justifier ses agressions successives contre les peuples tchétchènes, géorgiens, maintenant ukrainiens. Cette géopolitique, il faut quand même avoir l'honnêteté de le rappeler, est marquée depuis 2 siècles et demi, c'est-à-dire le premier partage de la Pologne, par la volonté des puissances russes et de la puissance russe et des puissances germaniques, d'abord autrichiennes, puis prussiennes, puis allemandes, de contrôler, puis de s'emparer et de coloniser les territoires limitrophes de leurs frontières, et en conséquence, de détruire radicalement les États gênants, à commencer par la Pologne, puis ensuite par les États baltes, l'Ukraine, etc. Une vision qui était d'ailleurs justifiée par Marx et Engels, pour qui ces petits peuples n'avaient pas à jouer de rôle historique et devaient se fondre dans les grandes entités. Une vision qui trouva son aboutissement ultime et tragique dans l'alliance nouée entre Hitler et Staline, d'abord le 23 août 1939, avec un pacte qualifié évidemment par antiphrase de non-agression, puis le 28 septembre 1939, ce qu'on nous dit toujours, après la destruction conjointe de la Pologne, avec un traité d'amitié et de délimitation des frontières. Or, si cette alliance n'avait pas été dénouée par l'hubris du Führer après sa victoire sur la France, nous risquions de vivre jusqu'à aujourd'hui dans un immense espace allant du Pacifique à l'Atlantique, du cercle polaire au 30e parallèle, un espace dominé par 2 pouvoirs totalitaires où toute dignité, toute liberté, tout respect de la personne humaine aurait disparu. C'est à partir de ce point, je crois qu'il faut dépasser la traditionnelle interprétation en termes géopolitiques territoriaux, qui a fait Flores avant l'attaque du 24 février, et la compléter par une analyse en termes de système. Les plus âgés d'entre nous l'ont peut-être oublié, quand je dis les plus âgés, je me mets dedans, les plus jeunes n'ont peut-être jamais connu une fameuse controverse qui, de la fin des années 70 au milieu des années 90, opposa 2 grandes universitaires, Hélène Carrère-Dancos et Annie Kriegel. Hélène Carrère-Dancos publia en 1978 un fameux livre, L'Empire éclaté, best-seller, qui mettait en avant, comme tous ses travaux, la continuité fondamentale entre empire russo-tsariste et Union soviétique, au point qu'encore aujourd'hui, elle n'envisage cette URSS qu'à partir de sa création officielle en décembre 1922, en oubliant qu'entre 1917 et 1922, il y a eu un épisode fondamental qui a été la prise de pouvoir par les bolcheviks et une guerre civile qui a défini toute la suite du processus avec l'instauration du régime totalitaire. Alors, à l'inverse, Annie Kriegel avait, dès 1982-84, proposé une analyse en termes de système. Pour elle, le communisme soviétique était fondamentalement un projet, et un projet mondial, qui aboutissait à un système mondial, élaboré par Lénine, pérennisé par Staline, un système qui émanait d'une matrice, ce qu'elle appelait la matrice et le moteur, c'est-à-dire la Russie bolchevique, commandée ensuite par l'URSS. Et pour elle, ce système reposait sur 3 sous-systèmes, je ne vais pas tout détailler, bien entendu, Madame la Présidente va me gronder, mais un sous-système des partis-États, qui sont les États où les communistes ont réussi à s'emparer du pouvoir, un sous-système des partis communistes, c'est-à-dire tous les partis communistes qui n'avaient pas pris le pouvoir. Je rappelle qu'il y avait au moins 90 communistes dans le monde qui étaient sous le contrôle direct et étroit de Moscou, comme j'ai pu le constater pendant plusieurs années dans les archives à Moscou. Et enfin, un sous-système d'alliance sur un certain nombre de thèmes, le thème de la paix, avec souvent des catholiques de gauche par exemple, le thème de la solidarité ouvrière, évidemment avec la Fédération syndicale mondiale, et puis le thème des mouvements anticoloniaux. Or, la chute du mur de Berlin, puis l'effondrement du régime soviétique et l'implosion de l'URSS ont, je crois, assez largement confirmé l'analyse kriegelienne, puisque ces événements ont bien montré que le fameux empire
soviétique n'était en fait qu'une construction totalement artificielle et créée sous la contrainte. Et quand je dis sous la contrainte, on peut même dire très clairement sous la terreur. Et donc, ces événements ont fait voler en éclats le dit empire soviétique et ont d'une certaine manière, à mon avis, infirmé cette pseudo-légitimité géopolitique impériale qui fait tellement florès chez nos intellectuels et journalistes français. Je pense d'ailleurs par une espèce d'effet de miroir avec l'empire napoléonien et la manière dont l'empire napoléonien et l'empire tsariste se sont regardés et se sont admirés. Et puisqu'ils nous ont battus, nous ne pouvions que les admirer et continuer dans cette voie. Je crois quand même qu'un point a été sous-estimé par la plupart des observateurs et que nous avons vraiment découvert dans les archives à Moscou et qui a été peut-être le point le plus important du livre noir du communisme, c'est le rôle fondamental de la terreur dans les systèmes soviétiques et dans tous les régimes communistes. Alors, bien sûr, Solzhenitsyn avait lancé un premier pavé dans la vitrine avec l'archipel de Vladimir Boukhovski avait, si je puis dire, continué à casser la vitrine, mais il faut bien dire que l'ouverture des archives a été quelque chose de décisif pour les historiens, parce que là, une grande partie de la documentation était sous nos yeux et il n'y avait plus de discussion possible. Alors, évidemment, si je fais allusion à la terreur et aux organes de la terreur, c'est parce que cela nous mène directement, je crois, à ce qui se passe aujourd'hui. Dans le pouvoir soviétique, il y avait trois grands piliers. Il y avait le Parti communiste, bien sûr, il y avait l'Armée rouge, et il y avait la Tchéka, créée dès décembre 1917 par Lénine, donc c'est-à-dire dans les semaines qui ont suivi la prise de pouvoir, tout simplement parce que Lénine était parfaitement conscient qu'il ne pouvait pas se passer de cet organe, qui n'est pas improprement appelé piste politique. La Tchéka, et tout ce qui a suivi, des PU, NKVD, des KGB, c'est un organe de la terreur, et de la terreur destinée à protéger et à maintenir le pouvoir totalitaire en place. Or, en 1991-92, le Parti communiste a été d'abord interdit, dissous par Eltsine, il s'est recomposé sous d'autres formes, mais d'une certaine manière, il était totalement délégitimé, déconsidéré. L'armée rouge, elle sortait d'une déroute en Afghanistan, et donc elle était elle-même très largement inconsidérée. Restez, le KGB. Or, le KGB n'a pas été touché. Le KGB, cette petite organisation de 700 000 salariés quand même, qui fonctionnait dans le plus grand secret, n'a pas été touchée. Elle a été restructurée, on a fait un FSB, on a fait un SD, etc., etc. Et surtout, je crois qu'il y a un événement qui nous avait échappé à l'époque, c'est qu'en 1982, au moment de la mort de Brejnev, qui a pris sa succession? Le patron du KGB, Andropov. Or, jusque-là, depuis 1917, l'organe de terreur avait toujours été sous le contrôle du parti. Et quand il avait failli échapper au contrôle du parti, par exemple avec Beria en 1953, ça avait été très rapidement réglé, c'est-à-dire un coup de revolver. Bon, donc voilà, et je crois que cette prise de pouvoir du parti par Andropov et les gens du KGB, même si ça a duré très peu de temps, puisque Andropov est mort au bout d'un an et demi, 2 ans, ça a joué un rôle important pour la suite, parce qu'un certain nombre d'hommes du KGB se sont dit, après tout, c'est nous qui sommes les vrais héritiers du système. Et donc, c'est ce que nous racontons d'ailleurs dans ce livre à propos de Vladimir Poutine, c'est un groupe d'hommes issus de ces organes, ce qu'on appelle des tchéquistes, qui, dans le chaos de 1991-92, ont peu à peu réussi à remettre la main sur le pouvoir, avec en plus un très violent ressentiment contre les Occidentaux, contre tout l'extérieur, en étant, je dirais, dans un déni des réalités. C'est-à-dire qu'en réalité, si l'URSS s'est effondrée, c'est pas parce qu'elle a été attaquée par je ne sais qui. Elle s'était effondrée tout simplement parce que ce système était absurde du point de vue économique et était intolérable du point de vue de la liberté individuelle. Donc, par la force des choses, il a fini par s'effondrer. Ce qui est plus curieux, c'est l'alliance qui s'est nouée dès ce moment-là. On peut dire dès 1994-95 à Saint-Pétersbourg, entre cette équipe
réunis autour de Poutine à Saint-Pétersbourg, équipe du KGB, avec le grand banditisme, en rappelant d'ailleurs qu'à l'époque, Saint-Pétersbourg, cette ouverture sur la Baltique et donc sur l'extérieur, était le lieu de tous les trafics et ressemblait plus à Chicago qu'à Chicago des années 30 qu'à autre chose. Hein. Donc voilà, je crois que là, il y a un événement important qui s'est produit. Et pour revenir à la situation d'aujourd'hui, je crois que ce groupe, qui s'est très habilement réinfiltré à la tête de l'État, dans l'entourage d'Helsinki, puis qui ensuite a dégagé Helsinki et a véritablement pris les choses en main, ce groupe a organisé de main de maître, je dirais, ce que j'appellerais une manœuvre allemande. Une manœuvre allemande. C'est-à-dire qu'avec la complicité de nombreux dirigeants allemands, que ce soit des industriels, que ce soit des financiers, que ce soit des politiques, on ne peut penser évidemment qu'à M. Schröder, qui était le chancelier, Vladimir Poutine et son équipe a soigneusement organisé la dépendance de l'Allemagne à l'égard du gaz russe, en espérant ainsi neutraliser l'Union européenne, tandis qu'il agresserait l'Ukraine. Le problème, c'est qu'il a commis une erreur stratégique monumentale, mais monumentale, en sous-estimant un certain nombre de facteurs. D'abord, la réaction du gouvernement et du peuple ukrainien. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine, en 8 mois, a atteint l'exact contraire de tous ses objectifs. On peut les prendre un par un. Une guerre de 3 jours. Bon, ça fait 9 mois, ça dure. Bon, et en plus avec beaucoup de pertes pour nous. La neutralisation de l'Union européenne. On assiste exactement au contraire. Au contraire, ça a complètement resserré les Européens, même s'il y a toujours des tensions, bien sûr, au sein de l'Europe. Mais bon, là, il y a quand même eu une réaction unanime, y compris militaire. Bon. Troisième point, la mise hors de service de l'OTAN. Nous assistons exactement. Un certain monsieur avait annoncé la mort cérébrale de l'OTAN. Bon, nous assistons au contraire à une réaction très forte de l'OTAN. Évidemment, l'éjection des Américains du continent européen. Nous assistons au contraire à un réinvestissement considérable des Américains en Europe, financièrement, militairement, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. Hein. Et alors, pour revenir à l'actualité immédiate, il a même réussi à mettre en péril son alliance avec la Chine. Bon, à cause de ses redemontades sur la bombe atomique et l'emploi de la bombe atomique. Comment la Russie peut-elle continuer à être dirigée par un leader aussi incompétent? Ça, c'est vraiment une question que je pose aux Russes. Hein. J'ai beaucoup d'amis ukrainiens, j'ai beaucoup d'amis russes, mais vraiment, j'ai envie de dire aux Russes, mais enfin, comment pouvez-vous continuer à avoir un leader aussi incompétent? Hein? Il y a d'autres peuples qui a eu un leader très incompétent, ça s'est mal terminé, c'est l'Allemagne et Adolf Hitler. Bon, on ne peut que, en tant qu'historien, on ne peut que réfléchir dans le cadre de ces années. Et pour conclure, parce que vraiment il faut conclure, je voudrais citer Solzhenitsyn, une citation que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, ou sûrement, mais qui était très prémonitoire, et qu'il a écrit, dans un texte qu'il a écrit le 12 février 1974, donc presque 50 ans, le jour de son arrestation qui précédait son expulsion du RSS. Voilà ce que disait Solzhenitsyn. Quand la violence fait irruption dans la vie paisible des hommes, son visage flamboie d'arrogance. Elle porte effrontément inscrit sur son drapeau, elle crie « Je suis la violence ! Place, écartez-vous, je vous écrase !» Mais la violence vieillit vite, encore quelques années, et elle perd son assurance. Et pour se maintenir, pour faire bonne figure, elle recherche obligatoirement l'alliance du mensonge. Car la violence ne peut s'abriter derrière rien d'autre que le mensonge. Et le mensonge ne peut se maintenir que par la violence. Et ce n'est ni chaque jour, ni sur chaque épaule que la violence pose sa lourde patte. Elle n'exige de nous que notre obéissance au mensonge, que notre participation quotidienne au mensonge. Et c'est tout ce qu'elle attend de ses loyaux sujets. Et c'est là justement que se trouve, négligée par nous, mais si simple, si accessible, la clé de notre libération, le refus de participer personnellement au mensonge. Qu'importe si le mensonge recouvre tout, s'il devient maître de tout, mais soyons
intraitable, au moins sur ce point, qu'ils ne le deviennent pas par moi. Et je crois que cette citation, presque 50 ans après, s'applique de manière apparente à la situation de la Russie aujourd'hui, hein, et une Russie qui se trouve confrontée à une très cruelle réalité qu'il faut constater. La Russie n'a pas réussi à sortir du totalitarisme léniniste. Quand le fera-t-elle? Je l'ignore. Nous avons tenu nos objectifs. Nous avons donc un quart d'heure de discussion. Qui voudrait bien faire un commentaire ou poser une question? Oui. Votre exposé est très fort, très structuré. J'ai l'audace de ne pas être tout à fait d'accord avec vous. Nous sommes encore en liberté. En particulier, sur un point que vous avez soulevé, c'est l'incompétence d'Hitler. Bon, évidemment, tout le monde sait que ça s'est très mal terminé pour l'Allemagne et le bilan était tout à fait catastrophique. Enfin, ça a quand même marché pendant un certain temps, et il a réussi de très beaucoup. Non pas que je sois un admirateur d'Hitler, pour essayer d'être honnête intellectuellement, il n'était pas si incompétent que cela. Je l'ai dit, je n'ai pas les moyens d'étendre plus loin et de parler de Poutine. Pour vous répondre, on pourrait distinguer une compétence tactique et puis une incompétence stratégique. Parce que, évidemment, il a réussi de beaucoup. Il faut dire que Vladimir Poutine aussi. Bon, mais au niveau de l'avenir de son pays, il a provoqué un immense désastre. Bon, je crains que, quand je vois l'image de la Russie aujourd'hui, la haine que ça suscite dans toute l'Europe de l'Est, etc., sans parler de l'Ukraine, bien sûr, je reviens de Pologne, j'ai discuté avec une jeune Polonaise de 28 ans, qui était ma traductrice, catholique, très catholique, et qui... nous avons déjeuné ensemble, et elle m'a posé une question vraiment à laquelle je ne pouvais pas répondre. Elle me dit: c'est terrible, en tant que catholique, je sens que je ne peux pas surmonter ma haine des Russes. C'est un vrai... Je pense que c'était vraiment très intéressant comme remarque. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a fait en Pologne pour la réconciliation et le pardon, y compris avec les Russes? Les efforts étaient constants, durables, et on marchait tant que la Russie se comportait correctement. Oui, merci de cet exposé que j'ai trouvé très brillant. Il y a juste une chose qui me gêne un peu, c'est, bon, dire du mal de Poutine, du Poutine actuel, je crois qu'on sera tous d'accord, il n'y a pas de problème. Ce qui me gêne un peu dans votre exposé, c'est que finalement, la Russie serait ontologiquement du côté de l'empire du mal. C'est-à-dire elle n'avait pas les moyens, il était impossible qu'elle sorte de son train de communiste, dictatorial, totalitaire, etc. Or moi, je suis de sensibilité gaulliste, c'est-à-dire pour moi, l'Europe, ça va de l'Atlantique à l'Oural. Et donc, je pense que les Européens, les causes on pourra en discuter, ont loupé la sortie russe du communisme. C'est-à-dire qu'au moment où il fallait tendre la main à la Russie, il fallait l'accueillir dans notre dispositif, on lui a fermé la porte. Et les Polonais, d'ailleurs, je vous dis ça pour notre ami polonais, n'ont pas été les derniers à vouloir le faire. Et donc, je trouve qu'on a loupé une occasion. Et ce que nous voyons maintenant, c'est-à-dire le Poutine des 10 dernières années, n'est que la conséquence de ce rejet, ce rejet de la Russie sous l'influence de ce cher OTAN, ces chers Américains, etc. Et donc, je trouve que c'est une occasion manquée, je le déplore.
Merci monsieur, je donne la président, 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 la qui souhaite réagir et ensuite. J'ai entendu cette théorie bien des fois et je pense que la réponse est absolument parfaitement donnée dans le dernier numéro de la revue Commentaire, dans un article qui s'appelle « Comment la Russie a perdu l'Occident », qui répond à l'argument classique qui est que nous avons perdu la Russie. L'auteur de cet article fait la liste de toutes les interventions que l'OTAN en particulier a faites pour essayer d'intégrer la Russie dans une communauté de défense européenne, dans une stratégie de pacification de l'Europe, et que depuis que Poutine est au pouvoir, ces stratégies, toutes ces tentatives ont toutes échoué les unes après les autres, parce que Poutine n'en veut pas. Avec Elstine, nous avions effectivement affaire à un dirigeant russe qui souhaitait s'intégrer dans une dimension européenne. Avec Poutine, nous avons affaire à un dirigeant qui a toujours dit que son ennemi était l'Occident, que la chute de l'Union soviétique était la pire catastrophe géopolitique du XXe siècle, et qui n'a jamais voulu l'auteur de cet article, je vous le recommande vivement, fait la liste des milliards d'euros que l'Europe a consacrés à l'aide à la Russie, à l'aide structurelle à la Russie. Nous avons beaucoup aidé la Russie. Par ailleurs, pour répondre à votre question, excusez-moi, je sors du rôle du auteur de questions, mais vous savez comme moi qu'il y a un très grand nombre d'ouvrages qui sont consacrés aux racines allemandes, proprement allemandes du nazisme. Il est évident, Stern, etc., qu'il y a des racines culturelles propres aux Sonderweg allemands qui expliquent la bifurcation tragique de la République de Weimar vers le Troisième Reich. Eh bien, je pense qu'il faut faire maintenant le même travail concernant la culture russe, car nous savons que dans la culture russe, il y a des éléments occidentalistes, il y a Tchekhov, il y a Tchaïkovski, et puis il y a aussi, comme appelait Stéphane Courtois, eh bien, la slavophilie, un nationalisme et un antisémitisme extravagant qui donnent effectivement des Poutine. Donc je pense qu'on a le droit de faire à l'égard de la Russie le même travail de recherche archéologique en matière culturelle que nous avons fait dans l'Allemagne du Sonderweg. Nous avons exactement les mêmes droits parce qu'ils ont fait les mêmes crimes. Je voudrais effectivement, votre question et votre remarque et votre constatation est évidemment importante. D'abord, il y a un point sur lequel je serai entièrement d'accord avec vous. Pour ma part, je suis radicalement opposé à cette idée que, par exemple, les Russes ne comprendront jamais rien à la liberté. Les Russes sont des hommes comme les autres. Hein, bon, alors, ils vivent dans un contexte particulier, etc. Il y a eu l'esclavage pendant des siècles, etc. Mais ce sont des hommes comme les autres, et à la fin du compte, ils aspirent à la liberté comme tout le monde. Ils aspirent à la prospérité comme tout le monde. Hein, ça, j'en suis intimement persuadé. C'est d'ailleurs pour ça que je m'inquiète beaucoup de la situation de la Russie aujourd'hui et de l'image qu'elle donne, parce que la Russie risque d'en prendre pour 50 ans d'être une espèce de paria. Enfin, passons. Alors maintenant, pour revenir à votre question plus précise sur le plan historique, l'Europe a-t-elle raté, hein, finalement, à raccrocher le wagon russe à la locomotive européenne, si on peut s'exprimer comme ça? Je crois que le vrai tournant, malheureusement, il vient de Russie. C'est le putsch. C'est le putsch de 91. Parce que Gorbatchev était quand même quelqu'un qui était en relation étroite avec les leaders européens. Et je vous recommande un livre qui n'est pas de moi, de Darius Rochebin, qui est donc un journaliste qui a souvent interviewé Gorbatchev, qui vient de sortir un petit livre sur Gorbatchev, qui est très intéressant parce que ce sont des interviews d'époque qui sont republiées, et on voit très bien Gorbatchev compte beaucoup sur Mitterrand, par exemple, pour essayer de désembourber. Il considère que, par exemple, les Allemands n'ont pas fait, au moment de la chute du mur de Berlin, les Allemands n'ont pas tenu leurs promesses, n'ont pas financé, n'ont pas donné à la Russie les milliards qu'il aurait fallu pour redémarrer, ce qui n'est pas tout à fait exact. Hein. J'ai souvenir que quand le mur est tombé, Kohl a appelé Gorbatchev et lui a demandé ce qu'il pouvait faire. Et Gorbatchev lui a dit « il faut absolument nous envoyer de la viande hein. ». Et Kohl a décroché son téléphone, a appelé son ministre de l'Agriculture en lui disant « t'as de la viande ?» L'autre lui a dit « mais de quoi s'agit-il ?»« T'occupes. Bon, tu prends tout ce que t'as dans les frigos, tu mets dans des wagons, t'envoies à Moscou. » Bon, donc voilà, il y avait quand même une solidarité. Et en plus,
les leaders européens, en particulier Thatcher et Mitterrand, étaient très conscients du danger que représenterait un désordre énorme en Russie. Hein, on ne savait pas du tout comment tout ça pouvait tourner. Bon. Donc voilà, moi je crois plus, si vous voulez, qu'il y a eu effectivement du côté... le problème, c'est que le putsch a cassé un processus de rapprochement qui était très largement engagé par Gorbatchev et qui était compris par les Européens. Et le putsch l'a cassé. N'oubliez pas que dans le putsch, il y avait le patron du parti, le patron du KGB, le patron de l'armée. Comment voulez-vous que les Européens se disent comment fonctionner, comment discuter avec un régime pareil? Bon, ça, je crois que c'est un moment de bascule. Merci beaucoup. Il y a Petr Zdechovský qui veut faire un commentaire. Je voulais aussi poser la question à Stéphane Courtois. Est-ce que vous avez une théorie sur l'origine de cette erreur immense de Vladimir Poutine ou de KGB, de ce qui est resté de KGB? Parce que, puisque moi je me souviens parfaitement des discussions au sein de l'opposition, de la dissidence, non seulement polonaise, puisqu'avec nos amis hongrois et tchèques, on a discuté la chose, que finalement s'il y a quelque chose, s'il y a des réalistes quelque part en Russie, ils se trouvent probablement au rang des KGB. Il faudrait avoir un numéro de téléphone chez quelqu'un pour leur montrer notre position et non pas aller à travers le biais idéologique, etc. Donc, est-ce que leur réalisme était exagéré à l'époque et ils ne savaient jamais qu'est-ce qui se passe, ou bien ils ont perdu leur vue réaliste au moment donné où se trouve, parce que c'est vraiment une erreur tellement immense qu'il est difficile de s'imaginer des origines. Je crois qu'il y a 3 facteurs qui sont venus converger. Le premier facteur, c'est ce que j'ai dit dans mon petit exposé, c'est que je pense que dès le départ, cette équipe du KGB qui remettait la main sur l'État russe n'avait aucune intention de s'accorder avec l'Occident. Ils étaient dans un ressent et ils étaient prêts à... D'abord, ils voulaient reconquérir des territoires, et pas seulement pour l'idéologie, aussi pour le business, enfin pour le business, pour l'argent. Ces gens-là sont très intéressés par l'argent, ils sont tous multimilliardaires. Je vous rappelle que Vladimir Poutine, critiquant les Occidentaux, a dit ils veulent, à propos de l'Ukraine, ils veulent nous prendre un juteux morceau. Donc dans l'esprit de Poutine, l'Ukraine c'est un juteux morceau. Il a d'ailleurs raison. Regardez les dizaines de millions de tonnes de blé, etc. Et le pillage général auquel les Russes se sont livrés dans les territoires. Donc ça c'est un premier domaine de fond, je crois. Le deuxième élément, c'est l'enfermement de Poutine dans un pouvoir de plus en plus isolé, qui est le propre de ce type de leader. C'est même plus un leader populiste, c'est un leader, je dirais, en voie de retotalitarisation. C'est même plus un leader autoritaire. Un leader autoritaire a encore écoute la société, etc. Napoléon III ou Bismarck, les premiers grands leaders autoritaires, écoutaient la société, étaient ouverts. Tandis que là, on est dans un processus de retotalitarisation, c'est-à-dire vraiment de refermeture complète du pouvoir autour d'un personnage qui a fait le vide autour de lui, à tous les niveaux. Il a assassiné les opposants, il a écrasé massivement les peuples dissidents, donc il s'enferme et il s'entoure de courtisans qui... C'est comme sous Staline. Les courtisans, ils n'ont qu'une trouille, c'est de rendre un rapport qui va déplaire au patron. Je vous rappelle juste un document qu'on a trouvé dans les archives de Moscou qui est tout à fait extraordinaire. C'était en avril 1941, l'ambassadeur soviétique à Berlin, Bekhanozov, qui est un homme du NKVD qui travaille sous les ordres de Beria, envoie un rapport à Moscou en disant « Attention, les Allemands vont attaquer. Nos réseaux nous disent que voilà. » Le rapport arrive chez Staline. Et nous avons, vous savez, Staline, avec son gros crayon rouge dans la marge, dit « La prochaine fois que votre désinformateur m'envoie ce type de rapport, et alors, Staline est un garçon très élégant, ce fils de pute, etc. Bon, donc voilà, il n'a plus reçu aucun rapport, bien sûr, lui disant que les Allemands risquaient d'attaquer. Bon, le résultat était fort surpris, évidemment, le 22 juin 1941. Donc voilà, il y a ça.
Hein, et puis alors, il y a encore un autre élément, je crois, qui est du côté du FSB, et peut-être justement de ces KGBistes, de ces tchéquistes, de ces tchéquistes russes, c'est le mépris des Ukrainiens. Le mépris. Les Ukrainiens sont des ploucs, sont des bouseux, on n'en a rien à faire, et puis de toute manière, on est chez eux, on a un oligarque qui va contrôler, on va s'emparer du pays en 2 jours. Enfin, je dois dire que je n'étais pas à Paris quand ça a commencé, et quand je suis rentré, j'étais à l'ICES d'ailleurs pour mes enseignements, quand je suis rentré le vendredi soir et que j'ai vu à la télévision cette colonne de chars, 3 chars de front sur des dizaines de kilomètres, je ne suis pas militaire, mais je me suis dit, mais ils sont complètement fous. Ils croient que c'est la parade de la place rouge le 9 mai. Si qu'un type a un RPG, il tire le premier char, toute la colonne s'arrête et ensuite il n'y a plus qu'à bombarder. Enfin, ça paraissait. Donc voilà, une espèce un mépris véritablement, un mépris de l'ennemi. Même chose pour Hitler, hein, le mépris des soviétiques en 1941. Bon, voilà. Donc voilà, je crois que ces 3 éléments sont convergés. Une toute dernière question, Mathieu. C'est plutôt un commentaire. C'est pour comprendre la Russie. Il ne faut pas oublier qu'ils vivaient sous le joug mongolien. Et les Mongols ont taxé les Russes de telle manière que si le paysan russe ne pouvait pas payer, qu'on lui enlève son fils. S'il n'a pas de fils, qu'on lui enlève sa femme. S'il n'a pas de femme, qu'il soit lui-même. Donc les gens ils ont vécu sous la terreur pendant des siècles, parce que le régime qui suivait le régime mongolien a maintenu cette pratique, et ça subsiste jusqu'à l'effondrement du communisme. Et pourquoi c'est important? Parce que dans la mentalité russe, je vois que vous avez vu le film Le pont sur la rivière Kwai. Alors là, pourquoi les Américains ou les Anglais ne sont pas respectés? Parce qu'ils se sont rendus à l'ennemi. Les Japonais ne respectent pas le lâche, et donc ils ont été détestés. De même avec les Russes, si on a peur de moi, on a peur de nous, alors ça veut dire qu'ils nous respectent. Alors il faut maintenir cette terreur, parce que de cette manière, ils nous respectent, soit en Russie, soit en Europe, soit dans le monde entier. Je pense qu'il est temps de prendre notre pause café. Merci pour votre écoute. Désolée.